Bonjour Sylvain. Bonjour Julia. Alors pourquoi avoir choisi le siège de l'UNESCO ici à Paris pour dévoiler les tendances 2022-2023 de l'Observatoire NetExplo? C'est un lieu exceptionnel, d'abord dédié à la créativité avec des architectes incroyables et puis des artistes comme Picasso, Calder, Miro et puis Giacometti avec L'Homme qui marche. C'est un lieu dédié, c'est une organisation internationale dédiée au savoir, à la culture, à l'éducation, mais aussi à la paix dans le monde. Depuis 2011, NetExplo et l'UNESCO sont en partenariat parce que nous avons en quelque sorte une vision commune de l'innovation. C'est une approche humaniste de l'innovation. La tech pour la tech ne nous intéresse pas, c'est l'usage que l'on en fait. L'année dernière, tu conçois des tendances qui s'intitulent The New Now et qui vont explorer le rôle de l'intelligence artificielle, par exemple, pour essayer de prédire l'avenir, mais aussi quelles sont les relations et les liens qui existent entre ces nouveaux mondes à la demande. Et il faut dire qu'à l'époque, NetExplo a prévu peut-être 10 mois, même presque un an avant tout le monde, avant que ça devienne un buzzword, le métaverse. Et vous avez réussi à faire cette prédiction grâce à une technique que l'on appelle la détection de signaux faibles. Ça veut dire quoi? Oui, alors vraiment, les signaux faibles, c'est vraiment la méthode NetExplo. C'est à partir d'un réseau exclusif d'universités, d'écoles, de chercheurs, d'étudiants, de professeurs et de start-up aussi, que nous avons une captation de 3000 innovations par an sur tous les continents et dans tous les secteurs. Ça, c'est vraiment la spécificité de l'Observatoire NetExplo. C'est un réseau Lunab animé par Brigitte Lasserie et surtout cette captation mondiale est pilotée par Marcus Godard qui est VP Intelligence chez NetExplo, qui est chargé d'analyser, de synthétiser cette matière première incroyablement riche et excitante que sont ces 3000 innovations pour aboutir à 100 innovations par an qui nous paraissent les plus remarquables en termes d'usage à partir desquelles on établit les tendances de l'année. Et les tendances cette année s'intitulent Unscripting Tomorrow. C'est donc une invitation à désécrire demain, si je dois traduire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est une façon de reprendre la main en fait. C'est vrai que face au bouleversement dont nous sommes témoins, nous avons peut-être l'impression de rester passifs devant un scénario écrit à l'avance par d'autres que nous, pour nous. Donc autant dans le monde réel avec le contexte géopolitique, le contexte climatique, et puis aussi dans les mondes immatériels, dans les mondes immersifs avec le métaverse ou le Web 3 qui finalement font de nous des personnages. Donc là c'est une invitation à laisser parler sa créativité et surtout son intention pour écrire notre avenir. Et c'est précisément ce que l'on va faire tout de suite. Voici donc les Global Trends de NetExplo 2022-2023 qui se déclinent en 3 différentes parties. The Clear Out, Rogue Worlds, Repurpose. Et j'ai l'impression qu'on va parler de créativité, mais également d'intention. Alors Sylvain, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, il y a quelques mois, le monde a beaucoup changé. Est-ce que tu dirais qu'on est rentré dans une nouvelle ère, une nouvelle époque? Alors on parle souvent du monde d'après, mais non, le monde est encore en mutation, encore en gestation. Il n'est pas encore sorti de lui-même. Les problèmes antérieurs existent toujours, mais avec une urgence supplémentaire parce que les échéances sont proches. Dans le champ climatique, par exemple. Alors justement, dans ce domaine, quelles solutions apparaissent dans votre captation mondiale? Ce que nous avons repéré tout autour du monde, c'est le ras-le-bol du bullshit. Alors le bullshit, c'est une notion qui a été étudiée très sérieusement par des philosophes contemporains, notamment Harry Frankfurt en 2005, qui déclare « Le bullshit est un ennemi de la vérité bien plus grand que le mensonge ». Alors je te propose justement de faire un zoom sur le réchauffement climatique particulièrement. Quelles innovations est-ce que vous avez captées, des initiatives, on va dire, comme tu le dis, anti-bullshit? Alors on peut commencer par Plan A en Allemagne, qui est le premier logiciel dédié à la décarbonation des entreprises. Alors le problème de nombreuses entreprises, notamment dans le combat pour la planète, c'est justement les problèmes de financement, et particulièrement pour les petites et moyennes entreprises. Oui, au Royaume-Uni, par exemple, 50% des moyennes et petites entreprises sont responsables des émissions. Or, 98% n'ont pas les moyens de lutter contre ces émissions. D'où la création de Ecofy, qui est une start-up qui permet de réduire de 20% leurs émissions. Alors, sa cofondatrice, qui par ailleurs adore le skate et les skateparks, définit l'avenir comme ne plus faire le business as usual. Donc ça veut dire quoi, faire le business as unusual? Si on veut vraiment passer à l'action, oui. Et c'est le bon moment. La pandémie a mis au placard des vieux modèles, des vieux process, des habitudes complètement archaïques. Donc c'est le moment de passer à l'action. Mais avant de passer à l'action, il faut aussi prendre en compte l'intention. Alors Sylvain, on va parler justement de ton livre qui s'appelle Unscripting Tomorrow, qu'on a ici. Et à l'intérieur, on y trouve un schéma, ce qu'on appelle l'arbre des intentions. Et cet arbre des intentions, en fait, c'est vraiment le degré
d'intention d'une innovation, c'est quoi exactement? C'est la raison d'être, le purpose de cette innovation? Oui, exactement. Intention, raison d'être, purpose. Donc, c'est trois mots qui sont un petit peu différents selon les langues, etc., mais qui finissent finalement par se ramener à cette notion d'intention. Et quand on y pense, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est un mot qu'on sous-estime, une notion qu'on sous-estime. Par exemple, raison d'être en français, c'est quand même incroyablement fort comme sens. C'est ce pourquoi on existe. Et souvent, raison d'être, finalement, on l'emploie comme une formule consensuelle, un peu béate, un peu bête, qui finalement empêche de passer à l'action. C'est parfois un rideau de fumée, une raison d'être, c'est un petit peu un prétexte finalement pour ne pas avancer, parce qu'on a une formule magique. Donc on pense que cette formule résout tout, ce qui n'invite pas à passer à l'action. Et donc selon toi, une raison d'être est forcément bullshit? Pas dans tous les cas, mais souvent elle est artificielle, elle est insincère, et c'est bien tout le problème, parce qu'on n'a plus le temps de jouer à ça. S'il existe un écart trop important entre une raison d'être et les actions mises en place, l'effet peut être dévastateur. Et c'est exactement à cette question de cohérence, de sincérité que s'attaque une IA qui est capable de vérifier, au-delà du déclaratif d'une entreprise, le bilan carbone. Alors on sait aujourd'hui que les collaborateurs d'une entreprise, et particulièrement aujourd'hui, ont besoin que leurs valeurs soient alignées à ceux de leur entreprise. Oui, les exigences montent, tout le monde veut du concret. Et c'est vrai qu'on ne se satisfait pas d'une raison d'être bullshit et qu'on a besoin d'actions très tangibles. Tous ces sujets cruciaux, on les désigne par des sigles, RSE, ODD, ce qui les rend très abstraits. D'ailleurs, au Danemark, une équipe a créé une IA qui est capable de vérifier l'alignement de ses propres valeurs avec celles d'une entreprise, ce qui est très utile pour des candidats avant de postuler ou pour des employés qui veulent vraiment vérifier si la raison d'être de leur entreprise correspond bien à leurs valeurs et aux actions concrètes. Alors Sylvain, on ne va pas pouvoir rentrer dans les détails de toutes les innovations qui ont été captées pendant toute l'année et à travers le monde, mais on peut les retrouver dans ton livre qui, une fois encore, s'intitule Unscripting Tomorrow. Exactement. Et sur le sujet des salariés, il faut savoir que moins de 30% des personnes se sentent écoutées et connectées à leur entreprise. C'est exactement ce qu'a vécu la fondatrice de Camari, qui s'appelle Mandy Price, qui un jour en réunion s'est vue désignée par un des associés de son cabinet d'avocats comme l'associé diversité. Donc très choquée, elle a créé tout de suite une start-up qui favorise l'inclusion et la diversité. Donc globalement, si je comprends bien, on a besoin de concret, de passage à l'action, notamment de la part de l'employeur, parce que aussi il y a de nouveaux problèmes qui ont émergé. C'est en s'interrogeant sur ce nouveau contexte marqué par la pandémie que la fondatrice de cette start-up a pris en compte les problèmes de garde parentale, tout simplement, pour toutes les familles, y compris les familles monoparentales. Et donc, en observant que pendant la pandémie, sa solution a été beaucoup plus diffusée et que les gens l'ont beaucoup plus adoptée. Alors, tu parlais de la screen fatigue. Est-ce que vous avez trouvé des solutions à ce nouveau fléau? Oui, alors imagine un écran qui, selon ton état de stress, de fatigue, de concentration, change lui-même. C'est-à-dire qu'il change de couleur, il est capable d'émettre des sons relaxants, de te prescrire des exercices de gymnastique. Une deuxième innovation intéressante, c'est TLDV, donc les initiales de Too Long Didn't View, c'est trop long, je l'ai pas vu. Donc ça, c'est ce qu'on a tous ressenti quand on est pris dans des réunions Zoom de 1 heure, 2 heures, voire 3 heures, où on se demande un petit peu ce qu'on fait là. En quelque sorte, cette solution te fournit un best-of de la réunion sans que tu n'aies à suivre toute la réunion en entier. Et ça, c'est une vraie innovation parce que ce qu'on appelle le syndrome de la réunionite, ces réunions qui n'en finissent pas, c'est vraiment insupportable. Et ça prend beaucoup de temps et parfois et souvent même inutilement. Oui, inutilement. Et c'est vraiment le problème de ce temps qui peut être dégagé par ce genre d'innovation, qui peut par exemple pousser à faire des activités comme réfléchir. Oui, si on veut retrouver le sens de nos actions, c'est peut-être effectivement la première étape. Mais comment est-ce qu'on peut retrouver ces moments de réflexion? Alors, il y a tout un courant de la tech qui est en train de réfléchir sur une tech qui est beaucoup plus subtile, plus fine, moins invasive, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu été encombré en période de pandémie par toutes les plateformes, les solutions tech, etc. Donc dans ce courant, on a des applications complètement différentes. Par exemple, cette application de rencontre par affinité, dont la baseline est fuck fake. Donc ça veut dire qu'elle ne s'intéresse uniquement à ce qui est sincère, authentique. Et donc, vous rencontrez des gens par affinité, dans la vie réelle, ensuite, etc. Une deuxième implication de cette tech un petit peu plus discrète, qui se veut moins invasive et moins impressionnante, c'est des jeux Infinity Game, qui est d'une start-up de Lisbonne, et qui, elle, sort des jeux, imagine des jeux, conçoit des jeux dits relaxants. Alors, tu parlais de la multiplication des plateformes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se sent complètement enseveli par ces technologies. On a presque l'impression de subir maintenant.
Lundi matin, tu ouvres ton agenda électronique et tu vois ta semaine remplie de blocs de toutes les couleurs, 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. En fait, c'est comme si ta semaine était scriptée à l'avance, conçue par Alexandra Knight, à partir justement de ce constat des outils complètement non humains finalement, des plages horaires strictes. Eh bien, elle a créé cette application qui s'appelle Catch et qui permet en quelque sorte de remettre la spontanéité, la créativité et la sérendipité au-dessus d'un agenda complètement formé de blocs. Et donc, vous pouvez ainsi trouver des idées, non pas en 30 minutes pile parce que c'est imposé, mais pourquoi pas en 2 minutes 18 secondes. Alors que faire justement de cette autonomie qui est rendue soudainement très concrète? Le point de départ, c'est l'intention. Sans intention, l'autonomie ne va nulle part. Sans intention, pas d'innovation, pas d'amélioration, pas de réflexion. Alors Sylvain, d'où vient l'intention? J'imagine qu'un peu comme tout, on doit trouver une origine dans le cerveau. Bon, le cerveau, c'est quand même une entité incroyable. C'est le modèle pour les chercheurs pour créer des intelligences artificielles, à part quand on parle des cerveaux à 19 neurones que nous avions vus l'an dernier, etc. Mais le cerveau fait toujours l'objet d'expérimentations incroyables, autant du côté de l'IA que du côté biologique. Par exemple, des neurones humains ont été cultivés dans un petit récipient en laboratoire et ils sont capables de jouer à Pong. Donc, je ne sais pas si tu vois ce jeu, c'est le premier jeu vidéo de l'histoire du jeu vidéo. Pong, c'est 2 raquettes qui coulissent et qui se renvoient une balle. C'est du ping-pong. Voilà, c'est du ping-pong de base. C'est un peu comme Matrix, c'est-à-dire quelqu'un qui est né dans Matrix ne sait pas qu'il est dans Matrix. Eh bien, le neurone qui est dans son petit récipient, évidemment, on n'a aucune idée qu'il est un neurone dans un petit récipient. Et lui, dans le jeu, il se prend pour la raquette. Alors, les chercheurs qui sont à l'origine de cette réalisation déclarent, je cite, « Nous ne savons pas ce que nous faisons, car rien de tel n'a jamais existé avant. » Est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète, par exemple, d'un tel aveu ou considérer que c'est l'essence même de toute innovation, de ne pas savoir forcément où elle va nous mener, ne pas savoir où on va, après tout, c'est peut-être justement le propre de la recherche. Et c'est passionnant avec l'intention, c'est que l'intention de départ d'un chercheur, d'un innovateur peut être très floue, c'est-à-dire que c'est de la recherche fondamentale, ou bien c'est une recherche déjà dans un but précis. Ensuite, deuxième phase, c'est que l'usager, l'utilisateur peut prendre cette innovation-là et lui-même la détourner. En revanche, on a des innovations qui, elles, sont hyper précises. Quand une innovation s'attaque au problème du harcèlement sur Twitter, le but, l'intention est extrêmement précis. Aussi, quand on parle de cette ferme qui cultive des coraux, qui, on le sait, sont décisifs pour le climat, c'est une ferme qui, automatiquement, avec un robot, nettoie, cultive des coraux. Donc, dans ces 2 cas, harcèlement sur Twitter ou la ferme robotique qui cultive des coraux qui n'ont aucun rapport, mais les intentions sont extrêmement claires. Et on remarque que dans les 2 cas, elles s'attaquent à des problèmes sociétaux. Dans un cas, c'est l'inclusion, le harcèlement et l'équité. Et puis dans l'autre cas, c'est évidemment le développement durable. Alors Sylvain, je crois que tu vas nous parler du ver noir de Californie. De quoi s'agit-il? Oui, alors c'est un petit animal très étonnant. Donc individuellement, il a une vie assez banale. Il sert de nourriture aux poissons d'aquarium. Il n'a pas grand intérêt. Tout change quand il est pris en mode collectif. C'est-à-dire que ces petits vers noirs de Californie sont capables de s'agglomérer, de s'agréger en une entité qui développe une propre intelligence, qui développe une intelligence collective. Donc là où le ver noir de Californie n'a aucune intention au niveau individuel, au niveau collectif, il développe une intelligence. Et c'est une intelligence, comme le blob, sans cerveau. Et alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de ce comportement d'intelligence collective qui existe sans cerveau? C'est quand même fabuleux. Bien souvent, comme dans le biomimétisme, en fait, des chercheurs se sont inspirés du comportement de ce petit ver noir de Californie pour fabriquer des petits robots qui, individuellement, n'ont aucune volonté, aucune intention, ne font rien en propre, mais qui s'agrègent eux-mêmes en un mouvement spontané et qui, agrégés, une fois agrégés, au niveau collectif, développent une intelligence, développent une intention. On peut s'interroger peut-être sur la notion même d'innovation. Est-ce qu'il faut encore innover? Le problème du mot innovation, c'est que c'est un piège. En fait, il s'est spécialisé dans le domaine du business, de la tech, etc., en laissant de côté tout ce qui finalement fait le fondement de l'innovation. La spontanéité, la créativité. Et nous avons tendance à considérer l'innovation comme une sorte de production d'objets qui s'ajoutent au monde, donc d'objets superflus, voire inutiles, polluants, etc. Or, finalement, l'innovation, c'est rien d'autre qu'un état d'esprit. Quand on parle de recyclage, d'upcycling contre l'innovation, c'est une erreur. L'upcycling, le recyclage, c'est de l'innovation.
L'innovation au sens propre, c'est-à-dire l'intention passée en action. Et donc on en revient justement à l'intention. L'innovation, c'est justement une affaire d'intention. Exactement. Et cette innovation est capable de donner aux enfants le goût justement de développer leur intention, de passer à l'action. Alors je vais citer l'actrice Lupita Nyong'o qui a joué notamment dans Star Wars, coproductrice de la série et qui parle de purposeful creators, donc en français des créateurs avec une raison d'être. Et elle dit purposeful creators pour justement ces créatrices. C'est exactement aussi le but de cette innovation qui combat le harcèlement en ligne. Donc c'est une innovation qui est une sorte de jeu de rôle en ligne et donc vous êtes dans la peau d'une des personnes proposées par le jeu et donc vous pouvez ainsi subir ce qu'elles subissent et puis y répondre avec des vrais moyens concrets. Oui, donc là on parle d'innovations qui sont très utiles, très ciblées, à intention ajoutée si je puis dire. Oui, c'est exactement ça. Et l'innovation à intention ajoutée peut prendre plusieurs formes. Ça peut être là un jeu, ça peut être une app, une IA, etc. Ça peut être aussi un design d'objets intelligents. Par exemple, une jeune chercheuse a mis au point une coque de smartphone adaptée aux personnes atteintes d'autisme. Cette coque est designée comme un relief topographique, donc avec des petites irrégularités. Et dans ce relief-là sont incrustés des capteurs qui captent les émotions de la personne et qui sont capables de lui donner des conseils. Donc là, on voit comment la tech donne les moyens à des intentions d'exister, des moyens de passer à l'action. Mais est-ce que tu penses que la relation justement entre l'intention et la tech sont toujours constructifs? Alors il y a une autre relation entre la tech et l'intention qui est un petit peu particulière, c'est quand la tech prévoit nos intentions, c'est-à-dire prédit un petit peu ce que l'on veut faire. Par exemple, des chercheurs en Chine ont mis au point un robot qui est sur les chaînes d'assemblage aux côtés des ouvriers et qui est capable de prédire à 96% l'intention de la personne humaine en analysant ses ondes cérébrales ou les signaux électriques de ses muscles. En septembre 2021, Mercedes dévoile un casque qui permet de conduire une voiture autonome uniquement par la pensée. Donc on est encore là dans un exemple de reconnaissance de l'intention par ondes cérébrales. On a donc libéré l'autonomie des individus, mais aussi l'intention. Jusqu'où on peut aller maintenant? Alors si l'intention n'est plus freinée ni par les organisations du monde réel, ni par l'expertise technologique, on peut se demander jusqu'où elle va aller. Jusqu'où va-t-elle se projeter? Que va-t-elle donner dans les univers hybrides ou immatériels du Web3, du métaverse? Que va-t-elle faire des NFT, de la blockchain, des cryptos? Si notre intention échappe aux lois et aux contraintes, elle peut devenir ivre d'elle-même, totalement ivre d'elle-même, et elle peut devenir un principe de pur plaisir. Dans le magazine américain The Verge, dans un article qui date du 21 janvier 2022, l'acteur américain Keanu Reeves dit à propos du métaverse, je cite, « Can we just not ?» C'est-à-dire, est-ce qu'on peut juste ne pas aller dans cette direction? À ton avis, pourquoi l'icône cyberpunk de Matrix est dubitative par rapport au métaverse? En fait, le métaverse, c'est l'endroit où l'intention n'a plus aucune limite. Un peu comme un Mustang sans lasso, ou alors avec le lasso des data. Parce que finalement, on s'aperçoit qu'un métaverse est un petit peu un dataverse, puisque c'est un aspirateur colossal à data. Alors je rappelle que chez NetExplo, vous aviez prévu finalement l'arrivée du métaverse bien avant que ça devienne un buzzword, 10 mois peut-être avant que ça devienne une réalité, et vous l'avez fait grâce à ce qu'on appelle l'analyse des signaux faibles. Oui, tout à fait. Alors le métaverse, on peut dire que c'est auto-réalisateur, c'est-à-dire on lance l'idée, on met des milliards sur la table et il existe. Alors Sylvain, tu décris dans ce livre, encore une fois, qui s'appelle Unscripting Tomorrow, dans le chapitre 22, les conditions d'apparition du métaverse, mais tout en prenant du recul, et c'est vraiment ça qui est intéressant. On fait un récap rapide. Alors le Web 1, c'était l'utopie de l'océan de savoir, donc le savoir pour tout le monde. Le Web 2, c'est tout le monde est créateur, tout le monde est créatif, tout le monde est maker. Donc c'est un petit peu l'utopie de tout le monde finalement peut créer son contenu après avoir pu y accéder. Le problème, c'est qu'avec le Web 2, on a assisté à une concentration, à une commercialisation par les grands acteurs, donc les GAFAM. Oui, avec l'obligation finalement de passer par ces grandes plateformes. Alors aujourd'hui, GAFAM,
on peut plutôt dire Mama puisque Facebook est devenu Meta. Donc je les rappelle, hein, Meta, Apple, Microsoft, Amazon et aussi Alphabet. Exactement. Et donc après ce Web 2, on passe au Web 3. Et le Web 3, c'est peut-être l'utopie libertarienne. Donc on pense souvent que le Web 3, c'est un peu le retour aux origines du Web, c'est-à-dire le Web pour chacun. Eh bien, c'est un petit peu tronqué peut-être, c'est ce que nous allons voir ensemble. Et là encore, c'est une utopie ? Alors, pour voir si c'est une utopie, prenons 3 outils du Web 3, NFT, blockchain et DAO. Donc les NFT, c'est une sorte de titre de propriété non échangeable, non interchangeable, ce qui garantit la propriété unique à une seule personne d'un objet, qu'il soit un objet physique ou numérique. La blockchain, c'est une façon de rendre complètement inviolable et complètement sécurisée toute transaction. Et du coup, les DAO ? Le DAO, c'est une communauté de personnes auto-administrées. Donc on s'aperçoit qu'entre le NFT, les DAO et les blockchains plus les cryptos, on a à sa disposition une sorte de panoplie, une sorte de boîte à outils, d'outils en faveur de notre autonomie. Mais le bug dans cette histoire bien huilée du Web 2 et du Web 3, c'est que souvent, derrière le Web 2 et le Web 3, ce sont les mêmes investisseurs, donc les mêmes personnes qui en fait sont aux manettes. Oui, et d'où le tweet justement de Jack Dorsey qui dit le 21 décembre 2021 You don't own a Web3, the VCs and their LPs do. It will never escape their incentives. It's ultimately a centralized entity with a different label. Oui, en fait, le MetaWeb met à mal, met sous pression tous les modèles du monde traditionnel, c'est-à-dire du monde sensible, du monde matériel. Et le Play to Earn, qui est le modèle préféré des gamers, évidemment, puisqu'un gamer est là pour gagner quelque chose, gagner des points, mais aussi gagner de l'argent, ce modèle du Play to Earn est en train d'infuser tout un tas d'autres secteurs en dehors du jeu vidéo. Et il ne faut pas croire que ce modèle du Play to Earn ne concerne que quelques geeks ou quelques gamers. En fait, tout un pays, les Philippines, se sont, grâce à un jeu vidéo, ont vu leur niveau de vie, les habitants ont vu leur niveau de vie maintenu pendant la pandémie alors qu'ils avaient perdu leurs emplois, perdu leurs revenus. Ils ont gagné autant, sinon plus, avec un jeu qui consiste à collectionner des petits monstres grassouillés, les échanger les faire se combattre entre eux. C'est un peu comme les Pokémon finalement. Mais on voit aussi des tentatives d'injecter un petit peu d'éthique et de règles dans ce Far West. Donc par exemple, il y a l'application Sorare qui est une application de fantasy football française qui a connu un succès colossal et qui a demandé à Serena Williams d'intégrer leur board pour justement s'occuper du territoire de l'inclusion et de l'égalité. On connaît bien les NFT, on en a parlé. On a aussi les NFP, les Non-Fungible People. Donc ce sont des mannequins, des modèles qui sont proposés par une plateforme de produits de luxe en 3D, en ligne. Pour quel usage précis va-t-on utiliser un avatar qui est non interchangeable ? Faire du shopping d'êtres humains en 3D, donc d'avatar, peut avoir 2 utilisations. Un, c'est spéculer, parce que vous pouvez acheter votre avatar et puis ensuite le revendre sur un marché spécifique. Et puis 2, c'est surtout votre représentation en ligne. Donc c'est la façon dont les autres vous voient dans les mondes immersifs de la fantasphère. Beaucoup de marques de luxe s'intéressent à cette fantasphère, ce qui paraît parfaitement logique puisque le point commun c'est l'imaginaire, le côté immatériel. Exactement. Et d'ailleurs de grands créateurs comme par exemple le styliste Virgil Abloh qui mixait des références classiques à des références de streetwear, de hip-hop. On peut citer aussi la créatrice Clara Daguin qui brode aussi bien du fil de soie que du fil digital qui permet d'illuminer ses œuvres, puisque les œuvres de Clara Daguin sont caractérisées par une captation de nos émotions ou de l'environnement et qui permet d'illuminer ces pièces. Oui, tu évoques Clara Daguin que NetExplo a d'ailleurs fait défiler ici même en 2019 dans ce superbe auditorium de l'UNESCO. Et Clara a aussi créé une pièce dans DressX, qui est un dressing virtuel de vêtements en 3D, créé par 2 jeunes femmes ukrainiennes et qui part du principe que finalement pour échapper à la surconsommation et tous les effets négatifs de la fast fashion, nous avons tout intérêt à nous habiller en 3D, en numérique. C'est vrai que par exemple il n'y a plus de problème vous pouvez acheter un t-shirt en python par exemple, ce t-shirt en python ne tue aucun animal, il peut même changer de couleur, devenir pailleté, se dérouler, changer de forme, etc.
Eh bien, il faut bien voir que dans les mondes de la fantasphère, la matière des vêtements, donc les pixels, sont la même que la matière de la peau. C'est-à-dire que vraiment, les deux matières sont fusionnées, vous n'êtes qu'une seule matière. C'est cette matière électronique qui fait de nous des avatars. Donc les avatars dans les fantasphères, c'est quelque chose qui peut mettre en cause notre identité, parce que non seulement vous pouvez apparaître sous la forme que vous voulez, vous pouvez changer de genre, vous pouvez changer de taille, vous pouvez aussi devenir un animal, devenir un objet, vous devenir ce que vous voulez. Non seulement vous pouvez changer ça, mais aussi vous pouvez vous démultiplier. Ça veut dire que votre identité peut être démultipliée dans plusieurs mondes, voire donc éparpillée. En tout cas, ça peut être une des conséquences. Ou alors il faut vraiment être un mastermind pour pouvoir marionnettiser, pour pouvoir diriger plusieurs identités à la fois. D'autant plus que le métaverse, une des caractéristiques du métaverse, c'est qu'il est persistant. Donc une fois que vous avez éteint votre casque, votre ordinateur, etc., votre avatar peut très bien continuer à vivre, il peut continuer sa vie. Et si vous avez plusieurs avatars, eh bien ils peuvent tous continuer à vivre. Qu'on peut se démultiplier. Et alors qu'est-ce que feraient ces doubles justement de vous-même qui sont livrés à eux-mêmes ? Alors dans ce cas, soit on peut simuler la déconnexion, c'est-à-dire que l'avatar serait en train de dormir ou serait en mode veille, ou alors il serait préprogrammé. On peut inventer une sorte de soulbot, comme on a un chatbot, donc quelque chose qui serait votre conscience en mode chatbot et qui pourrait animer votre avatar même une fois que vous êtes déconnecté. Lui continue vraiment à vivre sa propre vie, ce qui évidemment pose des petites questions en termes de responsabilité. Donc cet avatar, en fait, il pourrait agir selon les libertés que vous lui avez laissées. Et puis en termes d'intention, donc vous auriez une sorte de double de votre intention. Et si vous avez plusieurs avatars, vous aurez plusieurs intentions différentes. Qui serait responsable de ces actes ? Mais si on a une valeur monétaire en tant que personne dans nos écrans et qu'en même temps toute activité peut être changée en un jeu lucratif, est-ce qu'il n'y a pas une tentation finalement de se monétiser soi-même ? Oui. D'ailleurs, plutôt que de miser sur une action, une obligation, etc., eh bien vous pouvez miser sur un TikToker. Donc c'est ce système qui vous permet de miser votre argent sur le talent d'un TikToker. Donc plus il aura de succès et plus vous gagnerez de l'argent. C'est la première étape sur la monétisation des vies personnelles. Et ce qui a de la valeur là, c'est le talent justement de cette personne. On peut aussi monétiser sa vie personnelle. Par exemple, avec cette application qui vous permet de gagner de l'argent simplement en offrant votre vie et en offrant des choix par rapport à votre vie à votre communauté. Donc par exemple, vous avez thé ou café, eh bien votre communauté décide pour vous et vous gagnez de l'argent à chaque acte de décision de votre communauté. Alors Sylvain, revenons au côté immersif si tu veux bien. Le petit souci avec justement l'immersion, c'est qu'il faut un matériel spécifique, notamment un casque. Pas forcément, parce qu'on peut passer par un métaverse hybride qui ne passe pas par la réalité virtuelle, mais qui passe par la réalité augmentée en ancrant du contenu dans le monde sensible autour de nous. C'est ce que fait par exemple une start-up française qui s'appelle Wonderland et qui permet d'ancrer du contenu. Donc vous pouvez très bien créer une galerie d'art virtuel au-dessus de la scène que les personnes voient à travers leur téléphone. Alors un outil qui peut vraiment être un élément du métaverse hybride, c'est-à-dire ancré dans notre réalité, c'est l'hologramme. L'hologramme effectivement qui fait sourire de temps en temps parce qu'il porte une texture un peu nuageuse, un peu déstructurée et du coup l'illusion n'est pas toujours parfaite. L'hologramme peut faire sourire en effet par sa texture et par ses références cinéma, évidemment de Star Wars à d'autres. Mais en fait, curieusement, tout un champ de la tech s'occupe de l'hologramme en ce moment et cherche à le rendre beaucoup plus réaliste. On est dans un combat vers l'hyper-réalisme, que ce soit le métaverse, les hologrammes, etc. C'est très intéressant d'ailleurs de voir que d'un côté, on va vers l'hyper-réalisme, dans les métaverses et autres, et puis de l'autre côté vers le symbolique. Donc il y a un petit peu deux voies esthétiques qui s'ouvrent. Mais je ferme la parenthèse pour revenir à l'hologramme. Donc on a une innovation qui permet d'enlever de l'hologramme tout ce qui ressemble à un hologramme. C'est-à-dire que face à une orange posée sur une table, eh bien, vous avez vraiment l'impression qu'elle est là, qu'elle est solide. L'imprimante à hologramme existe. Donc vous pouvez chez vous imprimer un hologramme, donc un hologramme de votre animal de compagnie ou de je ne sais quoi. Voilà. Et sur l'hologramme, on a aussi toute la recherche vers le côté haptique, c'est-à-dire qu'un hologramme, évidemment, tout le problème c'est qu'on le voit mais on ne peut pas le toucher, donc l'illusion n'est pas complètement aboutie. Eh bien, il y a un procédé qui est inspiré d'un tour de magie anglais du 19e siècle, qui était en fait le fait de pouvoir toucher des spectres et des fantômes dans des baraques de foire, et qui en fait était de l'air pulsé. Eh bien, en reprenant ce procédé, mais hyper sophistiqué, on pulse de façon hyper précise de l'air sur la pulpe des doigts, sur la peau, et on a vraiment l'impression de saisir l'objet. Donc, on connaissait l'haptique avec des gants qui imitent la résistance d'un objet.
Mais là, on se passe complètement de gants, on se passe de prothèses. C'est vraiment l'objet lui-même qui, avec cette air pulsée de façon hyper sophistiquée, recrée la matière. Donc l'orange dont on parlait, en fait, le laboratoire qui a créé cette innovation s'est servi d'un ballon de basket. Eh bien, on peut saisir le ballon, on peut le faire rebondir sur le sol, on peut le lancer, le recevoir en réglant l'intensité de la force du tir. Et finalement, dans ces univers 3D, on peut réaliser tous ces fantasmes, skier sans être sur les pistes, ou encore voler comme un oiseau, nager comme un requin. Oui, exactement. Dans le métaverse, on l'a dit, toutes les lois, toutes les contraintes disparaissent. Donc l'intention est en pure, est complètement lâchée à elle-même, en fait, en roue libre. Et donc toutes les lois aussi du monde physique sont abolies. Donc oubliez la gravité, la puissance musculaire, etc. Vous ne gardez que les sensations. C'est la sensation pure qui est reproduite, et notamment par exemple avec ce t-shirt que vous enfilez et qui reproduit dans le cadre d'un univers immersif toutes les sensations que vous éprouvez sous forme d'avatar. Donc par exemple, eh bien, vous faites une chute libre, vous sentez le vent sur votre corps. Tu décris là des sensations totalement inédites et inexplorées. Exactement, d'autant plus que les capacités du cerveau à s'adapter à une prothèse, disons, sont encore largement inconnues et toujours stupéfiantes. Par exemple, il y a ce 3e pouce. Donc c'est une prothèse qu'on peut fixer sur une main et qui nous donne un 3e pouce, donc un 6e doigt à une main. Donc quoi faire de ce 3e pouce? Alors on ne peut pas vraiment se préparer à l'innovation avant qu'elle existe, effectivement. On ne peut pas vraiment prédire si ce sera une bonne innovation, une mauvaise innovation, mais à un moment donné, il faut quand même se positionner et trancher et dire si c'est une bonne technologie ou non. Que penser par exemple de cet utérus artificiel qui prend soin des embryons en analysant toutes leurs données biométriques et en injectant les bons nutriments au bon moment? Alors ce laboratoire a pris en compte un problème sociétal qui est la baisse de la natalité en Chine et a répondu par cette innovation-là. Évidemment, on résout un des problèmes, mais l'intention s'arrête là. Or, l'intention peut aussi se poursuivre, c'est-à-dire que l'intention de l'innovateur pourrait se demander quelles sont les conséquences pour des enfants nés non pas d'une personne humaine, mais nés d'un État. Oui, surtout que l'intelligence artificielle n'a plus son côté un peu étrange, mystérieux, presque inquiétant de ses débuts. On est habitué à ces prouesses peut-être même un peu blasées. Mais oui, c'est vrai. On n'est plus du tout étonné que par exemple une IA soit capable d'écrire la 10e symphonie de Beethoven à partir de quelques carnets retrouvés. Même si on ne peut pas savoir si ça aurait été vraiment celle-là. Non, exactement. Alors certains disent que c'est une sorte de best-of des 9 premières. Bon, en tout cas, on n'est plus vraiment étonné de cette prouesse, de ce qui était auparavant une prouesse. On peut même trouver du plaisir à avoir comme compagnie une IA surpuissante comme GPT-3, qui est l'IA la plus intelligente du monde, qui auparavant suscitait beaucoup de fantasmes et de méfiance. Et bien là, sous cette forme d'aide à l'écriture, elle donne des pistes d'écriture à des auteurs, par exemple, qui auraient l'angoisse de la page blanche. Donc elle applique des filtres narratif à votre écriture. Par exemple, vous écrivez un texte et vous choisissez, comme sur Instagram, un filtre sépia, etc. Et bien là, vous appliquez un filtre. Donc votre texte peut devenir plus dynamique, plus descriptif, plus érotique. Et à ce sujet, on peut évoquer la lame de fond du no-code qui existe déjà depuis de nombreuses années, mais qui connaît aujourd'hui des avancées majeures. Oui, le no-code, c'est vraiment très impressionnant parce qu'en termes de compétences, déjà, on s'affranchit de savoir coder, en termes d'expertise aussi. Et puis, pourquoi finalement, ça correspond à l'intention originelle du Web 3, mais pourquoi se contenter d'habiter un monde conçu par d'autres que vous? Pourquoi vous n'allez pas créer votre métaverse? Pourquoi toi, Julia, tu ne vas pas créer ton métaverse à partir, par exemple, de ta maison, ton appartement, de tel et tel endroit que tu aimes bien? Eh bien, bon, on a cette caméra qui est pour la première fois vendue au grand public, qui permet de modéliser en 3D des surfaces de plusieurs centaines de mètres carrés en quelques minutes. Donc, vous pouvez très bien modéliser n'importe quel endroit sans rien connaître au codage. Encore plus fort, si j'ose dire, c'est que vous pouvez inventer un monde fictif, après la reproduction du monde en 3D avec cette fameuse caméra, un monde complètement fictif, uniquement par la voix. Donc c'est en quelque sorte l'alliance de la créativité bien concrète, celle qu'on a en tant qu'être humain, et puis d'un outil qui nous permet de créer des mondes immersifs, tout en les ayant créés, ce qui change complètement le rapport à ces mondes immersifs, puisqu'on ne subit plus un monde créé par d'autres que nous. Notre intention est au cœur de notre création.
Oui, et tout cela, on peut le faire d'ailleurs sans compétences techniques particulières, c'est ça qui est incroyable. On peut créer des mondes donc virtuels, des voice bots, de la 3D, des scénarios, on peut créer des applications, les héberger, les diffuser, de quoi vraiment concevoir des mondes qui sont riches en contenu et en interaction. Alors, contrairement au métaverse qui n'existera jamais, puisque c'est une notion de science-fiction unique, qui est le jumeau numérique total de notre monde, on assiste à une poussée de tous les côtés de petits métaverses, de petits univers. Et évidemment, on a toutes les solutions pour faire ça. Donc par exemple, avec ce casque de réalité virtuelle, non seulement on peut se téléporter nous-mêmes dans un univers, mais on peut téléporter avec nous tout l'univers qui est autour de nous et inviter quelqu'un dans cet univers. Et par exemple, dans un univers immersif, eh bien, on peut avoir des avatars qui sont absolument certains de vous plaire parce que, eh bien, on aura détecté auparavant le physique qui vous plaît en analysant vos ondes cérébrales. Parallèlement à l'exploitation intensive des ressources de la planète, est-ce qu'on n'est pas en train de structurer l'exploitation intensive des ressources de notre cerveau cette fois-ci? Alors très intéressant parce qu'en effet nous sommes une sorte de ressource naturelle dont on exploite les datas. Et pour conclure, l'ultime paradoxe de ce métaverse, donc, qui est la nouvelle manne financière notamment des mamas, qui a remplacé les GAFA, c'est que ça prend des allures de piège séduisant qui finalement provient d'une idée d'un roman de 1992. Oui, et un romancier, c'est quelqu'un qui guide son intention avec précision. Et c'est exactement ce que l'on va faire lors de la troisième partie d'essai Global Trends 2022-2023. Dans ton livre, Sylvain, qui s'appelle Unscripting Tomorrow, on retrouve justement un chapitre qui s'intitule Repurpose. Et c'est donc l'objet de cette partie que l'on aborde tout de suite, la troisième partie donc, de ces tendances. De quoi s'agit-il quand on dit repurpose? C'est un anglicisme, mais que recouvre ce mot? Repurpose, en fait, c'est s'accaparer, reprendre à son compte et réorienter, surtout c'est faire pivoter. Donc ce qu'on fait pivoter, c'est la tech. On fait pivoter la tech du futile vers l'utile. On sait que l'Observatoire NetExplo donc fait des captations de nouvelles technologies tout au long de l'année et partout dans le monde. Est-ce qu'il y a des initiatives concrètes que tu as détectées tout au long de cette année justement par rapport à ce sujet de repurpose? Le petit côté décentralisé du Web 3 donne des idées à des startups à impact, comme par exemple cette société de taxi qui permet aux chauffeurs d'avoir un revenu sans aucune commission, c'est-à-dire qu'on ne prélève rien, aucune plateforme ne prélève de commission sur leur rémunération. Alors quand on évoque les NFT, on a tendance à penser à par exemple des œuvres numériques qui vont valoir des millions, mais est-ce que finalement il n'y a pas un usage peut-être plus constructif que spéculatif? Eh bien cette plateforme, par exemple, permet de financer grâce aux NFT la recherche médicale. Alors évidemment, on peut toujours faire un don à telle ou telle cause pour aider la recherche. Mais là, en fait, eh bien, vous devenez copropriétaire finalement du brevet. À la recherche du temps perdu grâce aux NFT, ça pourrait être l'œuvre de Proust réactualisée grâce à cette technologie qui s'intéresse à la mémoire. Donc la mémoire, c'est un peu ce qui nous constitue au titre collectif mais aussi individuel. Vous gardez la main sur vos souvenirs. Comme Andy Warhol le faisait, des time capsules, c'est-à-dire des capsules de mémoire. Et ces capsules sont envoyées comme des vaisseaux spatiaux aux gens que vous voulez, aux périodes que vous voulez. Et même après votre décès, eh bien, tous ces souvenirs-là sont non pas dispersés de façon anonyme ou aberrante, mais sont rassemblés et adressés aux bonnes personnes. On voit qu'il y a une multiplication de projets aujourd'hui qui sont dans la faveur de préserver les espèces sur Terre et dont aussi l'espèce humaine. Le métaverse, c'est la création d'un monde où une seule espèce sur Terre aura finalement accès, les humains. Toutes les autres espèces vivantes, animales, végétales, etc., n'y auront pas accès. Ça veut dire resteront dans ce qu'on appelle le vrai monde, la réalité, la vraie vie, etc. Donc dans deux mondes séparés. Exactement. Pourtant, certaines initiatives cherchent à créer des passerelles entre ces deux mondes sur ce terrain du vivant. En particulier sur les arbres. Donc les arbres, on les embrasse, on les loue, on vante leur intelligence, etc., etc. Et bien maintenant, on peut leur prêter la parole avec cette start-up qui s'est donnée pour mission, eh bien il n'y a pas d'autre mot, de donner la parole aux arbres qui peuvent avertir les cultivateurs sur un insecte nocif s'approche de moi, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin d'engrais, etc. Alors dans le repurpose, il y a aussi cette idée de recyclage. Oui, alors l'air, c'est un élément qu'on peut recycler. On le sait que c'est la combustion d'énergie fossile qui constitue la majeure partie de l'énergie encore sur Terre, ce qui produit du dioxyde de carbone en quantité. Eh bien, ce dioxyde de carbone, pourquoi, qui est un déchet, pourquoi ne pas en faire des produits, du béton, des savons,
des matériaux, des carburants propres, etc. C'est tout le sujet de cette innovation-là. Et c'est vrai qu'on observe une nouvelle économie qui est l'économie du déchet. La cofondatrice met l'accent explicitement sur cette notion de purpose, qui est vraiment un mix entre son action personnelle et puis la prise de conscience d'un enjeu plus collectif. Et d'ailleurs, elle déclare, je cite, « A business without ethics and values is meaningless in its achievement. It might make you rich or powerful, but it won't make you feel happy about yourself. » Et donc, on a évoqué les arbres et l'air. Qu'en est-il d'un autre élément, l'eau ? Eh bien, au Brésil, qui est le pays qui dispose le plus de ressources naturelles d'eau au monde, on a observé une baisse de 15% de ces ressources en 30 ans. Et c'est une IA, un projet lancé par WWF Brésil, qui a permis de mettre au jour cette pénurie, cette baisse dramatique et drastique de ce niveau de ressources naturelles en eau. C'est encore un exemple parfait d'une IA qui permet de nous faire prendre conscience d'un enjeu global et collectif, voire planétaire. On peut utiliser l'IA non seulement pour frapper les esprits, c'est-à-dire opérer une prise de conscience, mais aussi pour passer à l'action. Un exemple concret avec ce filet de pêche dit intelligent, Game of Trolls, donc Trolls en français, en anglais c'est le chalut. Donc c'est un filet de pêche équipé de capteurs, de caméras, etc. qui permet de reconnaître les espèces menacées lorsqu'elles sont prises et de leur permettre de s'échapper de ce filet. Et en quoi les entreprises du Web3 peuvent mener ce combat également ? Une start-up française utilise des outils du Web3, NFT, blockchain et crypto pour essayer de dépolluer les océans grâce à la culture d'éponge. Alors on a ça pour la mer, mais on a aussi pour les terrains sauvages. Donc par exemple actuellement, si vous possédez une forêt, eh bien la seule façon de gagner de l'argent avec votre forêt, c'est de raser tous les arbres. Oui, parce que laisser les végétaux, la forêt, les landes, les marais à l'état naturel, c'est permettre aux végétaux de capturer le CO2. Donc on voit que si on donne une sorte d'incentive aux propriétaires terriens avec des tokens, en passant par NFT et blockchain, eh bien, pour permettre la capture du CO2, on laisse les terrains intacts, ce qui évidemment est meilleur pour la planète, et les propriétaires y retrouvent leur compte puisqu'ils sont encore mieux rémunérés. Oui, et d'ailleurs pour la fondatrice, c'est vraiment une conviction forte. Elle déclare « Little did I know that the revolution of my lifetime is yet to come. This time it's not about countries or nations, but the entire humankind. And it's not about freedom, but survival. And we're not fighting against an internal intruder, we're fighting against ourselves. » Une autre forme d'expression où l'intention se matérialise, c'est l'art. Tout simplement, l'art où la tech peut jouer un rôle un peu d'avant-garde, avec cette exposition qui a lieu à Londres il n'y a pas très longtemps, où en fait vous pouvez visiter l'exposition physiquement dans un musée, mais aussi en réalité augmentée à travers une app, donc reconstituer l'exposition chez vous ou dans la rue. Et troisième façon de la visiter finalement, dans Fortnite, on peut aller un cran plus loin dans l'art encore avec cette pièce de théâtre écrite pour le théâtre de Young Vic à Londres, où on a demandé à cette IA de collaborer à l'écriture de la pièce. Donc c'est une pièce de théâtre qui est écrite par l'IA ? Alors pas tout à fait. Jennifer Tong, qui met en scène la pièce, effectue une sorte de triangulation entre le public, les auteurs et l'IA. C'est un cas où l'humain repurpose la machine en faisant un membre de l'équipe, mais l'IA, par sa présence même, avec tout ce qu'elle incarne d'imaginaire, eh bien, change aussi, modifie la façon de créer. Alors, dans ce livre, qui, je le rappelle, que tu as écrit, qui s'appelle Unscripting Tomorrow, dans le chapitre 47, tu décris en détail les idées proposées par l'IA qui sont assez fascinantes et qui interrogent en effet avec beaucoup de finesse les rapports humains-machines. C'est vrai que l'art, pour l'intention, représente un terrain de jeu assez illimité. L'innovation prend un vrai sens quand elle est utilisée dans un but donné avec une vraie réflexion. Un projet artistique espère rendre l'espace NFT, qui est plutôt blanc et masculin, plus inclusif, plus féminin. Il s'agit d'une collection de 10 000 œuvres d'art NFT créées à partir de 453 éléments créés à la main. Autant de portraits de femmes. Des femmes qui sont astronautes, qui sont artistes, qui sont vraiment exprimées sur toutes leurs facettes. Oui, et d'ailleurs, la créatrice affiche clairement son objectif lorsqu'elle déclare, je cite, « Our mission is to build a community of like-minded people through this project, to give back to the community and to invite more women into the space, also to contribute to the representation of women in tech, in blockchain, but also in the NFT space, so the current and the future girls and women in the space can see themselves be represented here. » C'est avec la réalité augmentée que cette start-up s'adresse aux Américains ostracisés.
Sa toute dernière initiative, KingFolt, s'adresse aux collégiens. Il propose des modèles interactifs de personnalités noires, augmentés de biographies et surtout de leur contribution à l'histoire américaine. Le but étant donc que des étudiants afro-américains puissent avoir une vision peut-être plus représentative de leur pays. Exactement, en prenant, selon le créateur de cette initiative, le biais des jeux vidéo, de l'image vidéo, de la réalité augmentée, qui est normalement un biais de procrastination pour des étudiants et qui là est au contraire utilisé dans un but constructif. Décidément, l'esthétique et les fonctionnalités des jeux vidéo sont une source d'inspiration inépuisable. Une start-up a conçu un jeu vidéo dont le but est de permettre aux victimes d'AVC de recouvrer leur capacité cérébrale. C'est vrai que le cerveau reste un champ d'expérimentation et d'innovation au niveau mondial. Oui, au point qu'une équipe de chercheurs a créé des mini-cerveaux uniquement destinés à étudier les fonctions de l'œil. C'est-à-dire que vous imaginez un mini-cerveau équipé de simplement 2 yeux. Donc on peut étudier comment fonctionne un œil de façon beaucoup plus précise et donc les maladies de l'œil, mais aussi éventuellement ensuite prélever les rétines pour les transplanter dans le corps humain. Et notamment avec cette histoire de cerveau, on pense à la sécurité des données qui sont dans le cerveau. On pense aussi à l'épisode de Black Mirror où pour remplacer un disparu, eh bien on refait une personnalité à partir d'éléments du cerveau du disparu. Et c'est pour ça que le Chili s'intéresse de très près aux droits du cerveau. C'est le premier pays au monde à s'intéresser et à proposer un projet de loi qui garantit des droits au cerveau, notamment dans les mondes immersifs. Alors les concepteurs de ce projet, donc au Chili, et ce projet de loi déclarent d'ailleurs « Le XXe siècle a avancé dans la civilisation des droits dans le monde réel, mais dans la nouvelle ère, nous vivrons dans le monde virtuel. Et là, on ne peut pas éteindre les droits et faire régner la loi de la jungle. » Alors ma question, justement, quels sont ces droits ? Alors les 5 droits fondamentaux sont le droit à l'intimité mentale, le droit à une identité personnelle, le droit au libre arbitre, le droit égal à l'accès à l'augmentation mentale et le droit à la protection contre les biais. Il n'y a pas le droit à l'oubli numérique? Non, pas encore, mais c'est une Faudrait suggestion qu'on pourrait rajouter et écrire. Alors sans aller aussi loin, dans le cerveau, vous avez aussi capté des initiatives en lien cette fois-ci avec le visage qui a été mis à mal pendant toute cette période de pandémie entre les tests mais aussi le port du masque. Oui, et puis le masque, c'est un accessoire qui est arrivé, beaucoup de créateurs, de designers s'en ont emparé, et vous pouvez maintenant porter un masque téléphone, c'est-à-dire c'est un masque perfectionné, qui intègre un système anti-buée, mais surtout qui intègre un téléphone. Vous pouvez donc recevoir des appels, parler, écouter de la musique. Il y a aussi autour du visage un engin qui est assez intéressant, qui reconstitue une bulle de tranquillité, finalement, une bulle individuelle, personnelle, peut-être égoïste. C'est une sorte d'écouteur qui diffuse de la musique, avec un bruit blanc évidemment pour vous isoler de l'extérieur, mais qui aussi purifie l'air autour de votre tête, donc qui détruit toutes les bactéries à 99% et qui donc vous garantit un air pur, en tout cas à vous seul. Donc en fait, le repurpose peut autant concerner un objet du quotidien que un sujet de civilisation. Oui, exactement. Le repurpose, c'est vraiment un état d'esprit et ça peut concerner un objet très trivial du quotidien ou bien des considérations beaucoup plus vastes et métaphysiques. Par exemple, pour observer l'espace, eh bien, vous pouvez créer le James Webb Telescope, qui est une prouesse technologique qui est incroyable, qui permet vraiment... Qui vient d'être lancé d'ailleurs. Qui vient d'être lancé et qui permet d'observer l'infinité, les infinis des galaxies, du cosmos. Mais vous pouvez aussi vous promener dans un cube de 65 millions d'années-lumière de côté qui reconstitue en 3D tout l'univers. Et alors là, c'est absolument vertigineux parce que non seulement vous pouvez balader entre les étoiles, les constellations, les galaxies, mais vous pouvez aussi zoomer et dézoomer dans ces galaxies pour vous projeter à des années-lumière, pour vous balader vraiment dans le cosmos. Et non seulement vous pouvez vous balader dans l'espace, mais aussi dans le temps, puisque vous pouvez remonter le temps et la constitution de ces corps célestes. Vous pouvez voyager dans l'espace et dans le temps jusqu'au Big Bang. Donc on voit ici avec cet exemple une sorte de métaverse du monde réel. Donc le métaverse c'est très intéressant, mais finalement pourquoi se contenter d'un métaverse fictif qui n'est juste que le reflet de l'illustration, la matérialisation de nos fantasmes? Est-ce que la réalité, la nature n'est pas aussi merveilleuse, n'est pas aussi précieuse à observer? Et est-ce que finalement l'exploration de l'espace ne peut pas se faire avec un métaverse qui nous entraîne dans des choses qui existent? On entend souvent qu'il faut donner du sens à l'innovation et c'est une expression qui est presque tellement usée qu'elle prête à sourire, sauf peut-être si on la prend littéralement, le plus concrètement possible.
Oui, alors donner du sens de façon littérale, c'est vraiment réorienter les choses dans un sens donné. Et c'est ce que fait cette application, qui est une sorte de méta-app. Donc il faut savoir qu'il existe dans beaucoup de pays où les structures médicales ne sont pas totalement en place, eh bien, des moyens frugaux de faire face à des problèmes médicaux d'urgence. Notamment avec des apps d'information que détiennent du personnel médical, des infirmières sur le terrain, etc. L'usage même de ces applications sur le terrain constitue une masse de données hyper intéressante qui n'est pas exploitée parce que eh bien, c'est dispersé sur tout le territoire. Cette méta-app regroupe toutes ces données, en fait une sorte de corpus pratique à usage concret. Donc l'intention, si je comprends bien, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher dans chacun d'entre nous pour ensuite pouvoir passer à l'action? Oui, on a parlé de prouesses scientifiques, technologiques, de mini-cerveaux, de cubes d'années-lumière, etc. Mais revenons à des choses très très simples. En fait, l'intention peut se loger dans un tout petit objet du quotidien. Prenez une simple pâte, la pasta. Eh bien, des chercheurs ont créé une pâte plate qui se déplie en 3D une fois dans l'eau bouillante. Alors, on peut dire c'est un peu gadget, etc. Mais déjà, c'est l'illustration du passage de 2D en 3D, anecdotique. Mais surtout, une pâte plate, eh bien, en termes de transport et donc d'émissions de CO2, n'a aucun rapport avec une pâte en 3 dimensions. Donc là, on voit que se loge dans un objet qui peut paraître très banal, très anecdotique, une vraie idée, une vraie intention qui rejoint non seulement une préoccupation collective, mais encore un enjeu planétaire. Oui, c'est un exemple tout simple d'une innovation vraiment efficace, sans NFT, sans blockchain, sans IA, sans métaverse. C'est une innovation qui nous met tout simplement sur la voie de croire en nos facultés. La philosophe Hannah Arendt explore la notion de vita activa qui repose sur l'affirmation du désir et de l'action. Elle y écrit « Ce que je propose est simple, rien de plus que de penser ce que nous faisons ». Et bien sûr, ces mots forts de Hannah Arendt, on va se quitter. Merci beaucoup Sylvain. Sylvain Louradour, je répète que tu es donc l'auteur de ce livre, Unscripting Tomorrow. Tu es également le directeur associé et Chief Creative Officer à NetExplo Observatoire. Merci infiniment de nous avoir présenté les nouvelles tendances, les Global Trends 2022-2023. Merci également à vous de nous avoir suivis et on se dit à l'année prochaine.